La dernière affaire d'un horloger. Une transaction mystérieuse et Poirot sur l'affaire. Bienvenue dans les dossiers. Je suis votre hôte, Étienne. Dites-moi d'où vous regardez aujourd'hui. Vos commentaires améliorent toujours ce voyage. Découvrons la vérité derrière la dernière transaction. La petite cloche en cuivre au-dessus de la porte du magasin tinta à contre-cœur alors que le dernier client de la soirée s'éloignait dans le crépuscule brumeux de Londres. À l'intérieur des limites sombres et lambrissées de Moreau & Sons, des horlogers de distinction, l'odeur de l'acajou huilé et de la fine poussière mécanique persistait dans l'air clos. Des horloges de toutes formes et de toutes époques sonnaient à intervalles décalés, leurs cloches, leurs coucous et leurs boîtes à musique se superposant dans une étrange symphonie de la vie tic-tac. Derrière le large comptoir, Monsieur Lucien Moreau, un homme dont la précision en toute chose était à la fois un point de fierté et un obstacle à la chaleur humaine, a soigneusement clôturé le dernier grand livre de la journée. Ses mains délicates, mais marquées par des années de travail complexe, ajustaient l'angle d'une montre de poche en argent posée devant lui. L'aiguille des minutes vacillait avec la moindre imperfection d'alignement. Avec un froncement, de sourcils minutieux, Moreau sélectionna un outil fin et, avec un soin infini, amena le mécanisme dans une position parfaite. Il n'entendit pas la porte s'ouvrir à nouveau. Il n'entendit pas les doux pas sur l'épais tapis. Ce n'est que lorsque le reflet apparut, une ombre sur la vitre, que Lucien Moreau releva brusquement la tête. « Tu ne devrais pas être ici », dit-il d'une voix aiguë teintée de quelque chose qui ressemble à de la peur. Le chiffre ne disait rien. Lucien passa la main sous le comptoir, ses doigts effleurant la forme froide de quelque chose de caché. Mais trop tard. Il y eut un léger bruit sourd, étonnamment silencieux, et Lucien Moreau s'effondra sur ses registres, son dernier souffle lui échappant dans un soupir perplexe. La montre de poche en argent tomba de ses doigts lâches et atterrit face visible sur le parquet. Cela a continué. 2 jours plus tard, de l'autre côté de la ville, aux demeures de Whitehaven, Hercule Poirot était assis dans son salon immaculé, la lumière d'avril reflétant les surfaces polies et les bouquets soigneusement disposés. Un journal soigneusement plié était posé sur la petite table à côté de lui, un article entouré d'une épaisse encre bleue, morte tragique d'un célèbre horloger. La police soupçonne des causes naturelles après l'effondrement soudain de M. Lucien Moreau, 63 ans, retrouvé mort sur son lieu de travail jeudi soir. Figure respectée dans les cercles horlogers, M. Moreau était réputé pour son savoir-faire exclusif et sa discrétion. L'enquête de Scotland Yard, dirigée par l'inspecteur Jamieson, n'a jusqu'à présent trouvé aucune preuve d'acte criminel. Les fines moustaches de Poirot se contractèrent. « Des causes naturelles » murmura-t-il tout haut, sans s'adresser à personne en particulier. Quoique son fidèle valet de chambre, Georges, se tenait à proximité en train de polir un ensemble de boutons de manchette. Pas, la mort sans cause n'existe pas. Et là où il y a une cause, il y a souvent, comment dit-on, un mobile. Georges, habitué à de telles réflexions, ne répondit qu'en haussant discrètement un sourcil. Poirot tapota pensivement le journal. Il y avait quelque chose d'étrange dans ce rapport. Le grand livre manquant. Les rumeurs couraient dans les corporations horlogères sur la transaction finale de Moreau, une vente mystérieuse conclue quelques heures seulement avant sa mort, une vente dont l'acheteur n'avait pas été revu depuis. Et la montre de poche, trouvée à ses côtés, un chef-d'œuvre d'artisanat, pourtant gravé d'un monogramme inconnu. Annonce. Poirot posa le journal et attrapa sa canne immaculée. Il ajusta le pli de son pantalon, se leva et annonça avec une certitude sereine « Georges va chercher mes gants. Nous rendons visite à Moreau & Sons. Il semble que la mort ait laissé derrière elle une énigme des plus intrigantes, et Hercule Poirot n'ignore pas l'appel du mystère. Dehors, la brume épaisse de la Tamise roulait, étouffant les bruits. De la ville. Quelque part au loin, une cloche d'église sonnait l'heure. Le temps, semblait-il, s'écoulait. Mais Hercule Poirot a toujours su maîtriser le temps et les secrets
qu'il cherchait si souvent à dissimuler. La ruelle étroite qui menait à Moreau & Fils était enveloppée dans un brouillard matinal humide, alors qu'Hercule Poirot, impeccablement vêtu d'un costume gris foncé avec des gants bien en place, s'approchait de la devanture aux volets fermés. Une modeste couronne noire ornait désormais le heurtoir de porte en laiton, une touche solennelle à la façade par ailleurs majestueuse. À l'intérieur, le magasin conservait son calme envoûtant, même si les enregistrements de la police avaient été retirés. Les yeux perçants de Poirot enregistrèrent immédiatement les détails, les légères empreintes là où se trouvait le ruban adhésif, le subtil bruit de poussière autour du comptoir. Quelqu'un avait fouillé ici, récemment et pas maladroitement. Une toux discrète annonçait l'arrivée de l'inspecteur Jamieson, un officier de Scotland Yard bien intentionné mais sans imagination. « Ah, monsieur Poirot, dit Jamieson, tendant une main que Poirot serra délicatement. « J'ai entendu dire que vous pourriez être intéressé. Franchement, je ne vois pas grand-chose d'intrigant. Le médecin l'a certifié, insuffisance cardiaque, assez courant à son âge. » Poirot sourit légèrement. « La nature, mon ami, ne choisit pas souvent un moment aussi précis. Supposons un instant qu'il y ait plus que ce que l'on voit. » Jamieson haussa les épaules, mais pas grossièrement. « Vous pouvez fouiner. Nous avons cédé les lieux à son héritière, une nièce, mademoiselle Gabrielle Moreau. Elle est à l'intérieur, avec quelques autres personnes qui ont eu des relations avec le vieil homme. »« Bon, dit Poirot, je vais leur parler. » Jamieson hésita. « Encore une chose, ajouta-t-il en se grattant derrière l'oreille. Il manque un grand livre, les comptes définitifs, jeudi soir. Nous l'avons remarqué sur les photos après coup. Ce n'est peut-être rien, ou cela vaut la peine. » Les moustaches de Poirot s'agitèrent en signe d'approbation. Ça vaut vraiment le coup. Il entra dans la petite arrière-salle où s'était formé le rassemblement, une étrange congrégation aux yeux de Poirot. Se tenant raide près de la fenêtre, il y avait mademoiselle Gabrielle, Moreau début de la trentaine, pâle et vêtue d'un noir de deuil sévère. Ses traits délicats ne trahissaient pas grand-chose, hormis une certaine tension autour de la bouche. Pas de chagrin, jugea Poirot, mais quelque chose de plus dur, du ressentiment. Perché nerveusement sur le bord d'une chaise, il y avait Monsieur Horace Blunt, un monsieur corpulent au visage fleuri présenté comme l'avocat de Moreau. Blunt jouait avec une lourde bague en or à son doigt, jetant souvent un coup d'œil vers la porte comme s'il avait envie de fuir. Au fond, appuyé, nonchalamment contre le bureau, se trouvait Monsieur Félix Hartley, un jeune homme élégant avec des airs de brocanteur. Poirot reconnut le type. Opportuniste, charmant et totalement indigne de confiance. Assis à côté d'une mallette cabossée, la serrant de manière protectrice, se trouvait Madame Lemoine, une grosse Française d'une 50aine d'années. Sa robe délavée et ses gants usés suggéraient une pauvreté distinguée, et ses yeux sombres et observateurs ne manquèrent de rien. Poirot, entrant avec une cérémonie modeste, s'inclina légèrement. « Mesdames, messieurs, dit-il, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Hercule Poirot. Je suis ici pour comprendre les circonstances entourant la mort lamentable de Monsieur Moreau. » Il y eut une vague d'inconfort. Gabrielle Moreau parla, la première d'une voix nette. « Je ne sais pas quoi dire de plus. La santé de mon oncle se détériorait depuis des mois. C'était inévitable. Pourtant, les choses inévitables n'arrivent pas toujours à temps, » murmura Poirot. « Pardonnez-moi. Si je vous pose à tous quelques questions. Chacun de vous a eu affaire à Monsieur Moreau le jour de sa mort, n'est-ce pas ?» Blunt s'éclaircit la gorge. J'étais ici pour discuter de la mise à jour de son testament. »« En effet, » dit Poirot, « une tâche importante. Et vous, Monsieur Hartley ?» Hartley haussa les épaules, affichant un charmant sourire. « Je suis marchand. Le vieux Moreau avait une pendule qui m'intéressait. Régence française, travail exquis. Nous discutions des conditions. Et Madame Lemoine ?» La femme rapprocha la mallette cabossée. « Je suis venu chercher la montre de mon mari, » dit-elle, simplement. Il avait été réparé. Monsieur Moreau le gardait pour moi, mais quand je l'ai demandé, il m'a dit qu'il n'était plus en sa possession.
Une perte regrettable, dit doucement Poirot. Et vous, mademoiselle Moreau, la bouche de Gabriel, se serra encore davantage. Je suis venu demander de l'aide à mon oncle. Une aide financière, il a refusé. Il y eut un lourd silence. Poirot laissa la question s'attarder, étudiant chaque visage tour à tour. Chacun avait une raison d'en vouloir à Moreau. Chacun avait une raison, si légère soit-elle, de lui souhaiter du mal. Mais un meurtre, pour un homme déjà en déclin? Les yeux de Poirot brillèrent. « Monsieur Moreau a procédé à une dernière transaction le jour de son décès, dit-il doucement. Une vente, une affaire d'une valeur considérable, je comprends. » À cela, plusieurs visages changèrent. Hartley jeta un rapide coup d'œil à Blunt. Les mains de Gabriel se crispèrent sur ses genoux. Le regard de Madame Lemoine se tourna vers le bas. Poirot sourit très gentiment. « Et pourtant, a-t-il déclaré, personne ici ne prétend savoir ce qu'il a vendu, ni à qui. » Un autre silence, lourd, révélateur. Poirot ajusta ses poignets. « Vous m'excuserez, mes amis, je vais maintenant examiner l'atelier. » Alors qu'il se détournait, ses petites cellules grises tic-tac, délibérées et précises, comme le mécanisme raffiné d'une montre de maître. Quelque part dans cette pièce, les engrenages de la tromperie étaient déjà en mouvement, et Hercule Poirot avait l'intention de les redresser. La petite arrière-boutique de Moreau & Sons était encore pleine de tension tandis que Poirot s'excusait. Jameson, s'attardant maladroitement près de la porte, lui jeta un regard plein d'expectative. « Je souhaite leur parler individuellement », a déclaré Poirot, ajustant ses poignets immaculés. « Un par un, s'il vous plaît. Rien ne remplace l'observation. De la nature humaine, lorsqu'elle est seule. » Jameson, reconnaissant cette lueur particulière dans les yeux de Poirot, hocha la tête sans argument. Il appela le magasin. « Mademoiselle Moreau, pourriez-vous entrer en premier ?» Gabrielle Moreau se leva lissant le devant de sa robe noire et entra avec une dignité posée. Elle s'assit en face de Poirot, ses mains gantées soigneusement, croisées sur ses genoux. Poirot la regarda pendant un long moment en silence, avant de parler doucement. « Vous étiez proche de votre oncle, mademoiselle. » Ses lèvres se resserrèrent imperceptiblement. « Il faisait partie de la famille, monsieur Poirot. Je le respectais. »« Le respect est admirable, » dit Poirot d'une voix soyeuse. « Mais l'affection, c'est peut-être une autre affaire. » Gabriel hésita. « Nous n'étions pas proches, si tu veux le savoir. Oncle Lucien était un homme difficile, précis, exigeant, pas enclin aux démonstrations de chaleur. » Poirot inclina la tête. « Pourtant, vous êtes venu vers lui pour lui demander une aide financière. » Une rougeur monta dans son cou pâle. « J'avais des dettes, pas de ma propre initiative. Mon défunt mari m'a laissé dans une situation difficile. Vous avez demandé de l'aide à votre oncle le jour de sa mort. » « Oui. » « Et il a refusé ?» Sa bouche se pinça en une ligne dure. « Il a dit qu'il avait fait une transaction, une vente, qui assurerait son propre confort futur. Il a affirmé qu'il n'avait pas d'argent de côté pour mes malheurs. Vous a-t-il dit ce qu'il avait vendu? Non, seulement que c'était un objet de grande valeur. » Elle fit une pause, puis ajouta amèrement, « Et cela garantirait qu'il ne manquerait de rien si sa santé continuait à décliner. » Poirot l'observa attentivement. Il n'y avait aucun tremblement dans sa voix, mais le léger scintillement de sa paupière gauche, un petit tic involontaire, trahissait des sentiments plus profonds. Frustration, ressentiment, peut-être même de la colère. « Merci, mademoiselle, » dit Poirot en se levant. « Vous pouvez retourner vers les autres. » Gabriel se leva, les mouvements raides, et quitta la pièce sans se retourner. Poirot se tourna vers Jameson. « Envoyez Monsieur Blunt, s'il vous plaît. » Horace Blunt entra d'un pas lourd, s'essuyant le front avec un mouchoir de soie malgré le froid de l'air. « Ah, Monsieur Blunt, » dit Poirot en désignant la chaise. « Une question de volonté, je comprends. Qui vous a amené ici ce jour fatidique? »« Oui, oui, » dit Blunt en s'installant lourdement sur le siège. « Des affaires courantes, en fait. Moreau voulait apporter quelques amendements. » Poirot croisa les doigts. « Des amendements?
Blunt toussa maladroitement. Il avait l'intention, de redistribuer certains legs, se consacrer davantage à des causes caritatives. Les sourcils de Poirot se haussèrent. Loin de la famille, Blunt bougea inconfortablement. En partie, oui. Et a-t-il mentionné la récente vente qu'il a faite? Blunt se tamponna le front. Seulement en passant, il a dit que c'était une affaire privée, sans rapport avec le testament. Vous n'avez pas demandé davantage. Blunt rit faiblement. Ce ne sont pas mes affaires, monsieur Poirot. Mon devoir est simplement de rédiger des documents, pas de me mêler des affaires de mes clients. Poirot sourit légèrement. Pourtant, un bon notaire observe tout. Les yeux de Blunt se tournèrent vers la porte. Je n'ai vraiment rien remarqué d'inhabituel. Juste, il semblait étrangement préoccupé, anxieux. Anxieux? Répéta Poirot. Blunt hocha vigoureusement la tête. J'arrêtai de vérifier l'horloge. J'avais l'air impatient que je parte. Poirot a classé cette information. Merci, monsieur Blunt. Blunt faillit trébucher dans sa hâte de partir. Monsieur Hartley ensuite, ordonna Poirot. Félix Hartley entra, d'un pas nonchalant, avec une grâce facile et des sourires désarmants. Il se laissa tomber sur la chaise avec une indifférence désinvolte. Poirot le fixa avec un regard poli et intéressé. « Monsieur Hartley, un marchand d'horlogerie ancienne, entre autres choses, » dit facilement Hartley. « S'il est vieux et précieux, je l'achète et je le vends. Et tu es venu chez Moreau & Fils pour acheter une horloge, c'est vrai, une beauté, début du XIXe siècle, régence française, vaut une petite fortune. Avez-vous réussi à l'acheter ?» Hartley écarta les mains. « Pas d'accord, Moreau ne vendrait pas. Il a dit qu'il avait déjà réalisé une transaction importante ce jour-là et qu'il ne cherchait pas d'autres problèmes. » Les yeux de Poirot brillèrent. « Important, en effet. Vous a-t-il dit ce qu'il avait vendu ?» Hartley secoua la tête. « Je ne le dirai pas. Très prudent à ce sujet. Tu as été déçu ? Bien sûr. » Hartley rit légèrement. « Qui ne le serait pas ? Cette horloge aurait fait mon année. » La voix de Poirot se fit légèrement plus aiguë. « Vous êtes un homme ? » « De commerce, monsieur Hartley. Dites-moi, si un commerçant possède quelque chose de grande valeur, refuserait-il une offre lucrative à moins d'y être contraint par quelque chose de plus grand ?» Le sourire facile de Hartley s'effaça. Peut-être qu'il était sentimental à ce sujet. Peut-être, murmura Poirot, ou peut-être qu'il avait peur. Hartley ne dit rien. Merci, monsieur Hartley. Hartley se leva un peu moins arrogant que lorsqu'il était entré. Finalement, Madame Lemoine fut introduite. Elle s'assit avec raideur, serrant la serviette cabossée comme si elle contenait son âme. « Madame, » dit Poirot avec une douceur inhabituelle, « vous êtes venue récupérer une montre réparée ?»« Oui, » dit-elle avec son fort accent français. « Cela appartenait à mon mari. C'était tout ce qu'il me restait de lui. Et pourtant, monsieur Moreau vous a dit qu'il n'était plus en sa possession. » Les larmes lui montèrent aux yeux. Il a dit qu'il avait été égaré, qu'il allait chercher. Il semblait très agité. Est-ce qu'il a suggéré où il aurait pu aller? Elle secoua la tête. Non, seulement qu'il le trouverait. Mais maintenant... Sa voix se brisa. Poirot se pencha légèrement en avant. « Madame, pardonnez-moi, mais avez-vous observé quelque chose d'étrange lors de votre visite? Rien du tout ?» Madame Lemoine hésita. « Il y avait un homme. Je l'ai vu partir à mon arrivée. Il était grand, avec un manteau noir. Il bougeait rapidement, comme s'il ne voulait pas être vu. » Les yeux de Poirot se sont aiguisés. « L'avez-vous reconnu? » Non, mais monsieur Moreau avait l'air effrayé. Poirot se rassit, satisfait. « Merci, madame. Vous avez été très utile. » Lorsque madame Lemoine partit, Poirot s'autorisa un petit signe de tête. Chacun avait son histoire. Chacun avait son motif. Mais c'était le contradiction qui parlait le plus fort. Gabrielle, la nièce désespérée, a nié avoir eu connaissance de la vente, mais a admis que son oncle s'en vantait. Blunt a affirmé son détachement. Tout,
en notant l'anxiété de Moreau. Hartley s'est déclaré déçu, mais a montré un empressement disproportionné à une simple vente perdue. Et Madame Lemoine, la veuve en deuil, avait été témoin du nombre dont personne d'autre n'avait parlé. Poirot se leva et lissa sa veste. Il se tourna vers Jamieson, qui attendait avec une impatience croissante. « Mon ami, » dit Poirot d'un ton léger, « je crois que le vrai casse-tête n'est pas ce qui a été vendu, mais qui il a été vendu. Et le registre manquant ?» Le sourire de Poirot était énigmatique. « Ah oui, la transaction finale, la véritable clé de tout. » Il tapota la montre de poche en argent qu'il avait récupérée plus tôt, celle marquée des mystérieuses initiales AD. « Il est temps, inspecteur Jamieson, » murmura Poirot. « Le temps révèle tout, et il paraît que pour le pauvre monsieur Moreau, le temps est écoulé. » Il se tourna, ses pas mesurés et précis, pensant déjà à plusieurs pas en avant. Le jeu avait commencé. Le lendemain des entretiens avec Poirot, l'inspecteur Jamieson arriva à Whitehaven Mansion avec une certaine démarche fanfaronne, portant sous le bras une épaisse liasse de papier. Poirot, sirotant une tasse de chocolat chaud précisément, dosé leva les yeux avec un léger intérêt. « Tu as des nouvelles, mon ami ?» Jamieson se laissa tomber sur une chaise et tapota triomphalement le dossier. « Je crois que nous avons notre homme, Poirot. »« Ah !» dit Poirot d'un ton léger, posant sa tasse. « Permettez-moi d'entendre l'histoire. » Jamieson a ouvert le dossier avec un éclat dramatique. « Félix Hartley. » Poirot haussa un sourcil. « Le croupier, c'est celui-là même, » a déclaré Jamieson. « Nous avons fait quelques recherches. L'entreprise de Hartley est au bord de la faillite. Il avait besoin d'une acquisition majeure pour redresser la situation, et c'était grave. » Poirot croisa les mains. « Et c'est inhabituel pour un homme dans son métier ?» Jamieson hésita, sentant la légère réprimande. « Peut-être pas inhabituel. Mais attendez, il y a plus. Nous avons retracé un billet de pion que Hartley a essayé d'encaisser hier. Il a déposé une horloge de la Régence française, le type même pour lequel il prétendait négocier avec Moreau. » Les yeux de Poirot se sont aiguisés. « Commentaire ?» Jamieson sourit. « Exactement. Hartley a dû le voler avant la mort de Moreau, peut-être même l'avoir causé. Une dispute, une lutte, le cœur du vieil homme lâche, et Hartley repart avec le prix. » Poirot tapota pensivement son menton avec son index. « Une théorie intéressante. Et pourtant, mon ami, réfléchissez. Monsieur Moreau a fait une vente le soir de sa mort. Pas une perte. Le grand livre, semble-t-il, enregistrait une transaction, et non un vol. » Jameson agita la main. Il aurait pu le forcer à signer quelque chose. Ou peut-être que le registre a disparu parce que Hartley avait besoin de brouiller les traces. Les moustaches de Poirot se contractèrent. « Et pourtant, vous avez dit, monsieur, Hartley mis en gage l'horloge. Vous ne l'avez pas vendue d'emblée ?»« Exactement. Ce qui suggère le désespoir, de l'argent rapidement. » Poirot se leva et arpenta lentement la pièce, les mains derrière le dos. « Et qu'en est-il de la montre, mon cher Jamieson, la montre de poche en argent avec les initiales AD? Comment M. Hartley explique-t-il cela ?» Jamieson fronça les sourcils. « La montre ? Pas encore de connexion. » Poirot sourit très légèrement. « Et pourtant, la scène de la mort a été mise en scène avec un soin méticuleux, n'est-ce pas? La montre à tic-tac, un symbole indubitable, un vulgaire. Voleur, un dealer désespéré posséderait-il un tel talent artistique? » Jameson rougit mais continua obstinément. « Nous avons amené Hartley pour l'interroger ce matin. Il est actuellement détenu. J'ai également trouvé le ticket de pion sur lui. C'est convaincant, Poirot. » Poirot inclina gracieusement la tête. « Je ne doute pas que les preuves soient convaincantes. Mais permettez-moi cette indulgence. Avant de clôturer votre dossier, permettez-moi de parler moi-même avec M. Hartley. » Jamieson soupira mais il hocha la tête. « Faites comme vous le souhaitez. » 1 heure plus tard, dans une salle d'interview austère de Scotland Yard, Félix Hartley était affalé sur sa chaise, son insouciance habituelle s'effilochant désormais, visiblement sur les bords.
Poirot, toujours aussi impeccable, entra dans la pièce et s'assit en face de lui, repliant ses gants précisément à côté de lui. « Bonjour, monsieur Hartley, » dit agréablement Poirot. « Tu te retrouves dans une position inconfortable, hein ?» Hartley lui lança un regard méfiant. « Vous êtes ici pour jubiler ?»« Mais non, » dit Poirot, feignant le choc. « Je suis ici uniquement pour la recherche de la vérité. Discutons calmement des événements de jeudi soir. » Hartley croisa les bras. « Je leur ai tout dit. Et pourtant, peut-être que tu ne l'as pas dit tout à fait, correctement, » murmura Poirot. « Vous prétendez avoir quitté la boutique Moreau sans faire d'achat? C'est exact. Et pourtant, vous avez mis en gage une horloge Régence le lendemain. » La bouche de Hartley se tordit. Ce n'était pas son horloge. Je l'ai eue chez un autre revendeur de l'autre côté de la ville. Je peux le prouver. Poirot pencha la tête. « Alors pourquoi, je vous en prie, n'avez-vous pas fourni cette information immédiatement ?» Hartley hésita. « Je ne voulais entraîner personne d'autre là-dedans. Je pensais que ça aurait l'air mauvais. Bon sang, ça fait ça à l'air mal, n'est-ce pas ?» Poirot se pencha légèrement en avant. « Monsieur Hartley, écoutez-moi bien. Si vous êtes innocent, cela éclatera au grand jour. Si vous êtes coupable, de même. Mais vous devez me dire la vérité. Tout cela. » Hartley passa une main dans ses cheveux noirs. « Très bien. Après que Moreau m'ait refusé, je suis parti. J'étais en colère, oui, mais je n'ai pas mis le doigt sur lui. Je suis allé directement dans un autre magasin, Old Kent Antique, et j'ai acheté l'horloge. J'avais besoin de quelque chose de précieux rapidement. Je pensais pouvoir le retourner rapidement et m'offrir un peu de répit. » Poirot émit un petit son évasif. « Et le registre manquant ? » ?»« Je n'en sais rien, » dit Hartley en élevant la voix. « Écoute, Moreau était bel et bien vivant quand je suis sorti. Je le jure. » Poirot l'observa pendant un long moment. L'agitation de Hartley semblait réelle, son désespoir aussi. Mais pas, Poirot le sentit, le désespoir d'un tueur. Il se leva doucement. « Merci, monsieur Hartley, ce sera tout, pour l'instant. » Hartley s'affaissa visiblement lorsque Poirot sortit. Dans le couloir extérieur, Jamieson attendait en fronçant les sourcils. « Tu le crois ?» demanda l'inspecteur. Poirot ajusta son chapeau. « Je crois que c'est un voyou, un scélérat et un menteur sur beaucoup de choses, mais pas sur le meurtre. » Jamieson avait l'air frustré. « Alors nous revenons à la case départ. »« Non, non, » dit Poirot en tapotant du doigt sa tempe. « Nous avons plusieurs longueurs d'avance. Considérez, Jamieson. Quelqu'un voulait que cette transaction finale soit dissimulée. Quelqu'un a supprimé le grand livre. Quelqu'un qui gagnerait à dissimuler non pas le vol, mais vente. » Jamieson secoua la tête. « Si ce n'est pas Hartley, alors qui ?» Le regard de Poirot devint lointain, contemplatif. « C'est, mon ami, ce que nous devons déterminer. » Il fit une pause, puis ajouta « L'ombre que Madame Lemoine a vue sortir de la boutique de Moreau, grande, vêtue d'un manteau noir, et se déplaçant avec hâte. Ce n'est pas Monsieur Hartley, qui est de corpulence moyenne et s'habille de façon flashy, n'est-ce pas ?» Jamieson hocha la tête à contre-cœur. Poirot sourit intérieurement. « Ah, oui, les pièces commencent à se mettre en place. » Alors qu'il retournait, dans les rues brumeuses de Londres, Poirot s'autorisa une petite et secrète satisfaction. Le vrai criminel, le vrai maître de la transaction finale, était toujours parmi eux, se cachant derrière des demi-vérités et des mensonges commodes. Mais le filet se resserrait, et Hercule Poirot était tout simplement patient. Le brouillard qui s'accrochait aux rues de Londres semblait presque sensible cet après-midi-là, en roulant ses doigts humides autour des lampadaires et en masquant les voitures d'un voile brumeux. Hercule Poirot, son manteau impeccable malgré la bruine, se tenait devant la modeste maison de Gabrielle Moreau, la nièce du défunt horloger. Georges, le fidèle valet de Poirot, avait obtenu un rapport détaillé sur les affaires financières de Gabrielle. Le tableau qu'il dressait n'était pas flatteur. Factures impayées, dettes de jeu accumulées non pas par elle-même, mais par son défunt mari,
et une hypothèque proche du défaut de paiement. Le désespoir, pensa Poirot, était la mère des actes imprudents. Mais le désespoir à lui seul ne fait pas un meurtrier. Poirot devait en être sûr. Il a sonné. La porte fut ouverte par Gabrielle elle-même, sa tenue de deuil toujours aussi sévère. Elle se raidit légèrement à sa vue. « Monsieur Poirot, dit-elle froidement, j'espère que vous n'êtes pas venu rouvrir des blessures qui ont à peine commencé à guérir. » Poirot s'inclina avec un geste courtois. « Mademoiselle, pardonnez-moi, je ne viens pas pour blesser, mais pour comprendre. » Avec un signe de tête réticent, elle l'admit dans le petit salon meublé avec goût. Poirot observa les environs d'un rapide coup d'œil. Quelques belles antiquités, certaines héritées, sans doute, mais aussi des traces de coins coupés, des tissus d'ameublement effilochés, un vase en porcelaine ébréché, tourné de sorte que son côté endommagé soit face au mur. Gabrielle se percha avec raideur sur le bord d'une chaise. Poirot resta debout. « Dites-moi, commença doucement Poirot, votre oncle vous a-t-il déjà parlé d'un homme lié à la dernière transaction qu'il a effectuée ?» Gabrielle fronça les sourcils. Non, comme je l'ai dit, il était resté secret à ce sujet. Les yeux de Poirot pétillèrent. Et pourtant, mademoiselle, vous me paraissez une femme habituée à recueillir discrètement des informations lorsque cela est nécessaire. Son expression se durcit. Vous insinuez que j'ai espionné mon oncle ? Non, non, simplement que tu es débrouillard. Elle hésita puis dit à voix basse, j'ai vu quelqu'un. Un visiteur qui semblait déstabilisé par mon oncle. Instable ? Répéta Poirot avec intérêt. Oui. Grand, bien habillé, vêtu d'un pardessus noir. Il a visité le magasin l'après-midi de la mort de mon oncle. Je suis arrivé juste après le départ de l'homme. Mon oncle était... Elle fit une pause, cherchant le mot juste, agité. Poirot nota son choix de description. L'agitation suggérait la peur, anxiété, urgence. Avez-vous aperçu son visage ? Il a demandé. Non, seulement son dos quand il est parti. Poirot inclina la tête. Merci, mademoiselle. Il s'accorda une brève pause, juste assez pour que la tension monte. Puis il ajouta avec désinvolture, ce serait très malheureux si ce mystérieux visiteur était lié à la disparition de votre oncle. Imaginez, un homme inconnu, se glissant, dans le brouillard, son but caché. Les mains de Gabrielle se resserrèrent sur les accoudoirs de sa chaise. Une lueur d'alarme traversa ses traits, fugace mais présente. Poirot sourit chaleureusement, masquant la satisfaction qui fleurissait en lui. La graine du doute a été semée. Depuis la maison de Gabrielle, Poirot se rendit directement au bureau de Blunt & Clive, avocat, où il avait donné rendez-vous à M. Horace Blunt sous prétexte de clarifier certains détails du testament. Le bureau était un endroit banal. Des piles de papier, à une odeur perpétuelle d'humidité et une plante en pot plutôt lugubre qui se fanait sur le rebord d'une fenêtre. Blunt l'accueillit avec un sourire forcé, s'essuyant le front même si la pièce était fraîche. « Ah, monsieur Poirot, dit-il, avec une fausse joie. En quoi puis-je vous aider ?» Poirot s'assit sans qu'on le lui demande. « Monsieur Blunt, il s'agit du testament modifié de votre défunt client. » Le sourire de Blunt se figea. « Oui ?» Poirot pencha la tête. « Vous dites qu'il avait l'intention de laisser une plus grande part aux organisations caritatives. C'est exact. Et pourtant, continua doucement Poirot, aucun brouillon de ce testament modifié n'a été trouvé. Aucune copie, aucune note. Curieux, n'est-ce pas ? Blunt rougit. Peut-être qu'il ne l'avait pas finalisé. Peut-être, acquiesça doucement Poirot, ou peut-être que le Nouveau Testament a gêné quelqu'un. Blunt bougea sur sa chaise. Je ne vois pas ce que vous suggérez, monsieur. Poirot se pencha en avant, sa voix se transformant en un murmure soyeux. Je ne suggère rien, monsieur. J'observe simplement. Par exemple, je constate que vous, en tant qu'avocat, sauriez exactement quand la succession de monsieur Moreau serait transférée et à qui. Les mains de Blunt agrippèrent le bord du bureau. Est-ce que vous m'accusez ? Non, non, dit Poirot en se levant doucement.
Simplement stimuler la réflexion. Il laissa le silence s'épaissir entre eux, puis offrit un petit salut courtois et partit. Alors que la porte se refermait derrière lui, Poirot s'autorisa un sourire. Blunt était ébranlé, et le bruit était nécessaire. Son arrêt suivant fut un modeste café de Soho, où Madame Lemoine avait accepté de le rencontrer. Elle arriva précisément à l'heure, sa mallette cabossée en remorque, le regard méfiant mais respectueux. Poirot lui commanda un café noir fort et lui une tisane. « Vous êtes très ponctuelle, madame », dit-il avec approbation. « Une vertu rare. » Elle sourit légèrement. « On apprend la valeur du temps quand il ne nous en reste plus beaucoup. » Ils sirotèrent en silence pendant quelques instants avant que Poirot n'aborde le sujet. « Vous avez vu un homme sortir de la boutique de Moreau, dit-il. » Elle hocha la tête. « Décrivez-le-moi encore une fois. Grand, larges épaules, manteau noir. Il se déplaçait rapidement, presque en courant. Et votre impression, madame? Votre instinct? » Elle hésita. Il était effrayé ou désespéré. Poirot se pencha plus près. « Pourriez-vous le reconnaître à nouveau ?» Elle hésita, puis secoua la tête. « Non, seulement un aperçu. » Poirot tapota légèrement la table. « Madame, avez-vous remarqué un autre détail? Une odeur, un son, n'importe quoi ?» Madame Lemoine ferma les yeux, réfléchissant. « Cologne, dit-elle finalement. Une eau de Cologne forte, piquante, presque amère. » Les yeux de Poirot brillèrent. « Merci, madame. C'est très utile. » Il le savait déjà. Blunt portait une eau de Cologne lourde et démodée. Poirot en avait repéré une trace dans le bureau du notaire. Très démodée pour un homme de son rang. Le cercle se resserrait. Alors que le crépuscule descendait à nouveau sur Londres, Poirot retourna à Whitehaven Mansion, l'esprit bouillonnant de possibilités. Il avait troublé la surface. Du calme. Maintenant, il attendait de voir quel suspect briserait le premier sous la pression. Il connaissait la nature humaine. La culpabilité rendait les hommes insouciants. La peur les rendait imprudents. Et l'orgueil, l'orgueil était le levier qui faisait tomber les tours les plus puissantes. Poirot se tenait devant la cheminée, les mains jointes derrière le dos, et souriait. « Le jeu psychologique a commencé, » murmure-t-il. Et Hercule Poirot sera le vainqueur. Le brouillard du soir s'épaississait sur Londres, lourd d'humidité, alors que Hercule Poirot disposait méticuleusement ses notes sur le bureau poli de son salon de Whitehaven Mansion. Tous les fils du mystère étaient dévoilés devant lui. Le registre manquant, le visiteur fantôme, les témoignages contradictoires. Chaque pièce était tentante, mais aucune n'était vraiment bien en place. Poirot contemplait une deuxième tasse de tisane lorsqu'on frappa brusquement à la porte. George, discret comme toujours, se proposa de répondre. L'inspecteur Jamieson entra, le visage sombre. « Mauvaise nouvelle, Poirot, » dit-il sans préambule. « Il y a eu un autre incident. » Les sourcils de Poirot se haussèrent. « Un autre crime ?» Jamieson hocha la tête. Horace Blunt, retrouvé inconscient dans son bureau il y a 1 heure. « Inconscient ?» répéta Poirot en se levant. « Oui, quelqu'un l'a attaqué. Blunt s'était enfermé après votre visite, selon sa secrétaire. Mais quand elle est revenue du déjeuner, elle a trouvé la porte forcée et Blunt allongé à l'intérieur. » Poirot ajusta calmement sa cravate. « Il est vivant ? En convalescence à l'hôpital Sainte-Monica. Légère commotion cérébrale. Il dit avoir été agressé par un homme, grand et lourd, qui l'a frappé par derrière. » Les moustaches de Poirot se contractèrent pensivement. « Et qu'est-ce qui a été pris ?» Jamieson grimaça. « C'est juste ça. Rien ne semble manquer. »« Rien ? De tangible peut-être, » murmura Poirot. « Mais l'information, mon ami, c'est une autre affaire. » Jameson avait l'air déconcerté. Poirot récupéra son chapeau et ses gants. « Venez, inspecteur, nous devons rendre visite à Monsieur Blunt sans tarder. Je soupçonne que le jeu s'accélère et que quelqu'un devient désespéré. » La salle. L'hôpital était stérile et calme, un contraste saisissant avec le chaos que Poirot sentait menacé sous la surface. Blunt était allongé sur son lit,
un bandage entourant sa tête chauve. Son teint, jamais particulièrement sain, était maintenant d'une teinte grise maladive. Il fronça les sourcils alors que Poirot et Jamieson approchaient. « Si vous venez m'accuser à nouveau, Poirot, vous pouvez faire demi-tour, » dit Blunt d'une voix rauque. « Non, non, » dit Poirot d'une manière apaisante. « Nous venons seulement pour nous renseigner, monsieur. » Jamieson approcha une chaise. « Dites-nous exactement ce qui s'est passé. » Blunt grogna. « J'étais en train d'examiner certains dossiers après le départ de monsieur Poirot. J'ai entendu un bruit, comme celui d'une porte qui claquait. La prochaine chose que je sais, je suis par terre, la tête sonne. « Avez-vous vu votre agresseur ?» demanda doucement Poirot. « Un aperçu, grand homme, manteau épais, visage obscurci. »« Autre chose ?» insista Poirot. « Un parfum, peut-être ?» Blunt fronça les sourcils. « Peut-être quelque chose de chimique, comme du pétrole. » Les yeux de Poirot se sont aiguisés. « Huile ?» Blunt hocha la tête. C'était faible. Cela aurait pu être mon imagination. Poirot échangea un regard avec Jamieson. L'atelier d'un horloger serait naturellement rempli du parfum des huiles fines utilisées pour lubrifier les mécanismes d'horlogerie et les instruments de précision. L'attaquant, pensa Poirot, pourrait être quelqu'un de intimement familier avec cet environnement. Quelqu'un comme Madame Lemoine, Gabrielle Moreau, ou un autre chiffre pas encore totalement dévoilé? Poirot pressa le bout de ses doigts. « Monsieur Blunt, y avait-il quelque chose dans vos papiers qui pourrait tenter un voleur? Le testament modifié, peut-être ?» Le visage de Blunt se tordit. « Je vous l'ai dit, il n'y avait pas de testament complet, juste des notes approximatives. « Et il reste ?» demanda Poirot. Blunt hésita. « Je ne suis pas sûr. Je vais devoir vérifier. » Poirot se pencha en arrière, satisfait. « Merci, monsieur. Nous vous laissons à votre repos. » Alors qu'ils quittèrent la salle d'hôpital, Jamieson marmonna. « Ça ne colle pas, Poirot. Pourquoi l'attaquer s'il n'y a rien à voler ?» Poirot se tapota la tempe. « Le désespoir rend les hommes imprudents, mon ami, et la peur d'être découvert les pousse à des actes insensés. » Il fit une pause, réfléchissant. « L'odeur de l'huile, c'est significatif. » Jamieson avait l'air sceptique. « Vous pensez à Madame Lemoine ?» Poirot ne répondit pas immédiatement. Son esprit travaillait rapidement. Madame Lemoine avait un motif. Sa montre d'héritage disparue peut être liée à la transaction secrète. Gabrielle avait un motif. La ruine financière était imminente. Même Hartley, bien qu'il ait été innocenté du meurtre, en sait peut-être plus qu'il ne l'a admis. Mais la clé, Poirot en était de plus en plus certain, ne résidait pas dans le vol d'un objet, mais dans la dissimulation d'une vérité, le coup. Grand livre manquant. Les initiales AD sur la montre mystérieuse. L'urgence particulière des dernières heures de Moreau. Toutes les parties d'un plus grand tout. Cette nuit-là, de retour à Whitehaven Mansions, Poirot mena un rituel de pensée solitaire. Il plaça sur le tapis de petites cartes étiquetées, chacune portant un nom ou un fait. Gabrielle Moreau, désespéré d'argent, en voulait à son oncle. Horace Blunt, connaissance du domaine. Peut-être caché des documents. Félix Hartley, la ruine financière, mais peut-être seulement une diversion. Madame Lemoine, montre manquante. J'ai repéré le mystérieux. Visiteur. Lien avec le parfum de l'huile? Poirot faisait lentement les 100 pas entre eux, les mains derrière le dos. Au centre, il plaça une dernière carte. Le grand livre manquant. La transaction avec A.D. Poirot s'arrêta brusquement. Annonce. Limari. Initial, pas un acheteur peut-être, mais un destinataire. Un cadeau, un pot de vin, ou un paiement de chantage. Son esprit tournait plus vite. Et soudain, dans un éclair aussi vif et précis qu'une horloge sonnant l'heure, Poirot comprit. Il ne s'agissait pas de ce que Moreau avait vendu. Il s'agissait de ce qu'il avait payé. Et à qui? Le lendemain matin, Poirot a convoqué une réunion discrète chez Moreau & Sons, désormais fermée mais toujours lourde des fantômes des secrets du passé. Gabrielle arriva la première, sa robe de deuil impeccable mais le regard méfiant.
Madame Lemoine le suivit, serrant plus fort que jamais sa serviette. Hartley a été convoqué, mais, après un bref interrogatoire la veille, il avait fourni un faible alibi, du moins pour le moment de l'assaut de Blunt. L'inspecteur Jamieson se tenait là, les bras croisés. Poirot occupait le devant du groupe, rayonnant d'une autorité calme. « Mesdames, monsieur, dit-il, nous sommes réunis ici parce qu'une affaire grave reste en suspens. Pas seulement la mort du pauvre monsieur Moreau, mais la vérité qu'il cherchait si désespérément à cacher. » Gabriel bougea inconfortablement. Madame, le moine regardait fixement ses chaussures. La voix de Poirot s'accentua. Le registre manquant. La transaction finale. Ils sont au cœur de ce mystère. Il s'autorisa une pause dramatique, s'assurant que tous les regards étaient tournés vers lui. Lucien Moreau a été victime de chantage, dit doucement Poirot. Il y eut une inspiration collective. Soumis à un chantage, répéta Poirot, par quelqu'un qui détenait la connaissance d'un secret qui pourrait le détruire. Une dette qu'il a payée sous la contrainte le jour de sa mort. Gabriel ouvrit la bouche comme pour protester, puis la referma. Madame Lemoine parut véritablement choquée. Jamieson marmonna. Bon Dieu. Poirot se rapprocha du comptoir où Moreau était mort, l'endroit même où la vie avait écoulé ses dernières secondes. Les initiales AD, dit Poirot. Pas l'acheteur, le maître chanteur. Il se tourna et scruta la pièce. Et bientôt, mes amis, je vous révélerai qui d'entre vous porte ces initiales. Une vague de malaise parcourut les personnages rassemblés. Poirot sourit, mince, énigmatique et très sûr de lui. La fin du jeu était proche. Et Hercule Poirot, maître de la déduction, allait bientôt porter le coup décisif. Après la dispersion, du petit rassemblement sous l'œil vigilant de Poirot, le détective belge s'attarda seul dans l'air sombre et moisi de Moreau & Sons. Dehors, le brouillard londonien se pressait lourdement contre les vitrines des magasins, brouillant les lampes à gaz en halos spectraux. À l'intérieur, les horloges tic-taquaient faiblement, un cœur tamisé marquant le passage inexorable du temps. Poirot bougeait méthodiquement, ses doigts gantés effleurant les surfaces, comme s'il cherchait à tirer les souvenirs mêmes du bois. Il se dirigea vers le comptoir où Lucien Moreau avait rendu son dernier souffle, s'arrêtant devant le grand livre cabossé qui restait, celui qui répertoriait les transactions jusqu'à, mais sans y inclure, ce jour fatidique. Le 7 registre manquant, bien entendu, avait fait l'objet de beaucoup d'attention. Mais ce que Poirot avait compris, ce que les autres avaient négligé, c'était que la nature méticuleuse de Moreau ne permettait pas de détails. Il devait y avoir autre chose, quelque chose de caché, quelque chose qui a survécu. Poirot s'agenouilla soigneusement, examinant l'espace sous le lourd comptoir en chêne. Ses yeux perçants l'attrapèrent. Une fissure dans les boiseries près du sol, un tiroir caché. « Ah !» Poirot murmura doucement. Les habitudes d'un horloger ont la vie dure. Il sortit un petit canif de sa poche et l'appuya doucement contre le panneau. Il céda avec un léger clic, s'ouvrant pour révéler un compartiment, étroit tapissé de feutre. À l'intérieur, soigneusement plié, se trouvait un bout de papier. Poirot le retira avec précaution. Écrite de la main serrée et précise de Moreau, la note disait « Transaction finalisée, paiement effectué. Si quelque chose devait m'arriver, ne faites confiance à personne. AD. Les initiales sont un mensonge. » Les yeux de Poirot brillèrent. Il plia le billet et le glissa dans sa poche intérieure, l'esprit déjà en pleine course. Les initiales étaient un mensonge, une tromperie délibérée. Quelqu'un avait orchestré toute la scène. La montre à tic-tac, le monogramme, la transaction, mise en scène pour suggérer une AD, pour diriger les soupçons vers une entité qui n'existait pas vraiment. C'était génial, et c'était criminel. Poirot se leva lentement, époussetant la poussière de son pantalon. Il voyait maintenant la vraie nature du puzzle. Moreau avait été victime de chantage. Il avait payé sous la contrainte. Les initiales ont été plantées pour masquer l'identité du véritable maître chanteur.
Mais Poirot avait remarqué autre chose, un détail, si petit, si apparemment insignifiant, que seul son esprit particulier aurait pu le saisir. La mallette cabossée. La main constante et désespérée de Madame Lemoine sur cette mallette. Au début, il avait pris cela comme du chagrin. Un attachement sentimental peut-être, pour la montre de son mari. Mais maintenant Poirot soupçonnait que la mallette contenait quelque chose de bien plus dangereux que des sentiments. Il repensa à la description de Madame Lemoine. L'homme qui s'était enfui du magasin portait un gros manteau et sentait légèrement l'huile. Madame Lemoine, elle-même veuve d'horloger, connaissait naturellement de telles senteurs. Elle aurait pu le décrire plus précisément, mais elle avait été étrangement vague. Et Gabriel désespéré d'avoir de l'argent, avait été curieusement calme lorsqu'on lui avait dit que son oncle était victime de chantage. Aucune indignation, pas de surprise, seulement du calcul. Poirot retourna lentement vers l'atelier, passant devant des vitrines remplies de montres à moitié réparées. Il s'accorda un moment de réflexion. 2 suspects, 2 motifs, 2 opportunités. Mais un seul a eu la ruse froide et délibérée de provoquer une mort déguisée en cause naturelle, et la tromperie mise en scène avec les initiales A des Poirot sourit intérieurement, un sourire aussi aigu qu'un scalpel. Le dernier indice n'était pas caché dans ce que les suspects avaient dit, mais dans ce qu'ils n'avaient pas dit. L'absence d'émotion, l'absence de véritable chagrin. Le contrôle rigide dont Gabriel avait fait preuve pendant l'interrogatoire. La façon dont Blunt avait éludé des réponses précises sur le testament. La façon dont Madame Lemoine s'accrochait à cette mallette, comme si sa vie en dépendait. Poirot ajusta ses poignets. Il était temps. Il les rassemblerait tous. La nièce en deuil, l'avocat anxieux, le dealer intrigant, la veuve triste, et jouerait son petit drame. Le dernier acte de l'affaire chez Moreau & Fields plus tard dans la soirée, Poirot s'assit tranquillement à Whitehaven Mansions, l'esprit pleinement apaisé pour la première fois depuis qu'il avait appris la mort de Lucien Moreau. Georges, toujours attentif, entra avec un plateau, en argent portant un simple souper. « Vous souriez, monsieur », observa respectueusement Georges. Poirot accepta le plateau avec un signe de tête. « C'est le sourire de satisfaction, Georges, le sourire d'un homme qui a posé la dernière pièce sur l'échiquier. »« Très bien, monsieur. » Alors que Georges partait, Poirot s'autorisa une brève indulgence, un petit carré de chocolat noir savouré lentement. Le piège était tendu. Demain, tout serait révélé. Le lendemain matin, Poirot a envoyé des invitations formelles à chaque suspect demandant leur présence chez Moreau & Sons cet après-midi. La formulation était courtoise mais ferme. Il savait que personne n'oserait refuser. Poirot passa les heures qui suivirent à répéter la révélation dans son esprit, lissant chaque étape jusqu'à ce qu'elle brille de clarté, chaque nuance, chaque pause, chaque question perçante et planifiée comme le mécanisme d'une belle montre suisse. Au moment où l'heure convenue arriva, Poirot était prêt. Les horloges de Moreau & Sons sonnaient plus fort que d'habitude. Du moins c'était ce qu'il semblait, à mesure que chaque suspect entrait, Gabriel, pâle et posé, Brut, visiblement en sueur, Hartley feignant la nonchalance, et Madame Lemoine serrant sa mallette comme s'il s'agissait d'une armure. Poirot les salua d'un signe de tête et les dirigea vers les chaises qu'il avait soigneusement disposées. Jamieson se tenait au fond de la pièce, les bras croisés, l'expression sombre. Poirot prit place devant eux, serein et autoritaire. « Mesdames, messieurs, commença-t-il, vous vous demandez peut-être pourquoi vous avez été convoqués. » Il laissa son regard les parcourir, remarquant les yeux changeants, les mains serrées. « Vous voyez, il n'a jamais été question de vol, » dit doucement Poirot. Il s'agissait d'un secret, un terrible secret que le pauvre monsieur Moreau cherchait à cacher, et que quelqu'un d'entre vous a voulu le détruire. Les mains de Gabriel se tordirent sur ses genoux. La gorge de Blunt se contractait convulsivement. Hartley affectait
L'ennui, mais Poirot remarqua la tension dans sa mâchoire. Madame Lemoine regardait par terre. Poirot sourit doucement. « Et maintenant, mes amis, dit-il, la vérité va éclater. » Le point culminant approchait, et Hercule Poirot, maître des petites cellules grises, l'orchestrerait à la perfection. Le tic-tac de dizaines d'horloges formait un arrière-plan, étrange et rythmé à la tension qui s'épaississait dans le petit showroom de Moreau & Sons. Poirot, debout devant le demi-cercle des suspects, semblait tout à fait à l'aise, ses chaussures cirées brillant sous la lumière tamisée du lustre, sa petite silhouette rayonnant d'une autorité indéniable. Il laissa une longue pause réfléchie dans l'air, laissant l'inconfort de son auditoire devenir palpable avant de parler. « Chacun de vous, commença-t-il doucement, avait un lien avec Lucien Moreau, et chacun de vous avait à sa manière des raisons de lui souhaiter du mal. Gabrielle Moreau, assise avec raideur, les mains serrées sur ses genoux, regardait Poirot avec une hostilité ouverte. Horace Blunt bougeait inconfortablement sur sa chaise, le visage humide de sueur. Félix Hartley était affalé, les bras croisés, affectant un air d'indifférence, mais incapable de cacher complètement sa vigilance. Et Madame Lemoine, pâle et renfermée, tenait sa mallette cabossée comme une bouée de sauvetage. Continua. Poirot, sa voix gagnant en puissance. « Considérons les faits, a-t-il déclaré. Monsieur Moreau a été retrouvé mort, apparemment de cause naturelle. Pourtant, certains détails, un registre manquant, la présence d'une mystérieuse montre de poche en argent gravée AD et le comportement inquiétant observé avant sa mort, vont ailleurs. Il se déplaçait lentement devant eux, les mains légèrement jointes derrière le dos. Monsieur Moreau était un homme méticuleux, ses comptes étaient toujours exacts. Pourtant, la transaction finale, la plus importante de toutes, est absente de ses actes officiels. Curieuse omission. Poirot se tourna brusquement, fixant Blunt avec un regard qui fit visiblement reculer l'avocat. « Et vous, monsieur Blunt, son avocat de confiance, vous avez admis avoir eu connaissance d'une révision de testament, une redistribution de legs qui aurait modifié la fortune des héritiers. Pourtant, aucun projet n'a survécu, comme c'est pratique. » Blunt ouvrit la bouche pour protester, mais Poirot leva la main. « Silence, s'il vous plaît. Vous aurez votre tour. » Poirot reprit sa lente marche. « Maintenant, monsieur Hartley, un homme noyé sous les dettes. Il a rendu visite à Moreau le jour de sa mort, dans l'espoir d'acheter une horloge d'une valeur inestimable. Il est reparti les mains vides et, en désespoir de cause, s'est procuré une autre antiquité à mettre en gage. Désespéré, oui. Violent, non. » Hartley eut un léger sourire narquois, comme soulagé d'être rejeté si légèrement. Poirot tourna son attention vers Madame Lemoine. Et Madame Lemoine, dont le seul souhait était de récupérer une montre précieuse. Elle aussi est arrivée à un moment crucial, et elle aussi a vu partir le mystérieux personnage. Madame Lemoine serra plus fort sa serviette, les yeux de Poirot brillèrent. Vous avez décrit l'homme comme étant grand, vêtu d'un manteau noir, sentant légèrement l'huile. Curieuse, madame, vraiment curieuse. Elle baissa les yeux, silencieuse. Poirot laissa passer un autre temps avant de faire face pleinement à Gabrielle Moreau. « Et vous, mademoiselle ?» dit-il doucement. « Vous qui aviez le plus à gagner de la mort de votre oncle, non seulement par l'héritage, mais aussi par le renvoi d'un homme qui avait refusé vos demandes d'assistance. » Les lèvres de Gabrielle se pincèrent en une fine ligne. Le ton de Poirot s'accentua. Lucien Moreau n'a pas été assassiné avec du poison ou une lame. Son cœur a fait une défaillance, sous l'effet du stress, un stress délibérément provoqué. Des halètements résonnèrent dans la pièce. Poirot hocha solennellement la tête. Oui, mes amis, la cause du décès était naturelle, mais les circonstances qui y ont conduit n'étaient absolument pas naturelles. Il sortit de sa poche le petit billet plié, le billet qu'il avait découvert caché sous le comptoir, et le tint en l'air. Ceci, écrit par Moreau peu avant sa mort, est clair. Il craignait pour sa vie. Il savait qu'il était contraint. Il déplia le papier et lut à haute voix.
Transaction finalisée. Paiement effectué. Si quelque chose devait m'arriver, ne faites confiance à personne. AD. Les initiales sont un mensonge. Il laissa les mots pénétrer. AD, répéta Poirot. Pas le nom d'un maître chanteur, mais une fabrication, une mauvaise direction. Poirot se rapprocha des suspects, sa présence dominant la pièce. J'ai réfléchi. Qui d'entre vous gagnerait à cacher son identité derrière de telles initiales? Qui organiserait une tromperie aussi intelligente? Son regard les parcourut, se reposant finalement sur Gabrielle. « Mademoiselle Moreau, le nom de votre défunt mari, quel était-il » Gabrielle hésita, une lueur de panique traversant son visage. « Arthur Deschamps, AD » dit doucement Poirot. Gabrielle se leva brusquement, renversant sa chaise. « Cela ne prouve rien » a-t-elle crié. La voix de Poirot restait ferme, inébranlable. « Peut-être pas seule » a-t-il déclaré. « Mais il y a plus. L'odeur décrite par Madame Lemoine, celle de l'huile, faible mais persistante, est caractéristique d'une exposition prolongée aux outils et aux réparations d'horlogerie. Et qui avait accès à volonté à cette boutique? Il se tourna lentement. Vous, mademoiselle, vous nous rendiez visite régulièrement. Vous connaissiez le plan. Vous auriez facilement pu retirer le registre, planter la montre et mettre en scène la scène. Les poings de Gabrielle tremblaient à ses côtés. « C'est vous qui avez fait pression sur Lucien Moreau pour qu'il paie », a déclaré Poirot. « Utilisez les dettes laissées par votre défunt mari, des dettes qu'il a cachées au monde, pour faire chanter votre propre oncle. » Un silence stupéfait remplit la pièce. Poirot continua sans pitié. « Vous avez exigé de l'argent menaçant de révéler ces dettes, des dettes que votre oncle, dans son orgueil, ne souhaiterait pas connaître parmi sa clientèle estimée. Vous l'avez forcé à vendre l'une de ses pièces les plus rares, pour réunir les fonds nécessaires. La transaction était légitime, mais le stress, la honte et la peur ont fait des ravages. » Le visage de Gabrielle se plissa. « C'était un avare, » cracha-t-elle. « Il a amassé son argent pendant que je souffrais. Il le méritait. » La voix de Poirot était glaciale. « Personne ne mérite la mort par orgueil, mademoiselle, pas même le plus fier des hommes. » Jamieson s'avança. « Gabrielle Moreau, je dois te demander de venir avec moi. » Gabrielle regarda autour d'elle d'un air sauvage, comme si elle cherchait à s'échapper. Mais elle n'en a trouvé aucun. Enfin, les épaules affaissées, elle se laissa emmener, marmonnant amèrement dans sa barbe. Poirot se tourna vers les autres. « C'est fini, dit-il simplement. » Hartley, l'air à la fois soulagé et énervé, s'éloigna sans un mot. Blunt s'épongea le front et le suivit précipitamment. Madame Lemoine, les larmes aux yeux, s'approcha de Poirot. « Vous avez rendu justice, monsieur ?» dit-elle à voix basse. Poirot inclina gravement la tête. « Ce n'est pas la justice que je recherche, madame, » dit-il doucement. « C'est la vérité. » Ce soir-là, de retour à Whitehaven Mansion, Poirot réfléchit à l'affaire lors d'un dîner tranquille. Georges, servant le repas, osa « Une sombre affaire, monsieur. » Poirot sourit faiblement. « Telle est la nature humaine, Georges. L'avidité, l'orgueil, le désespoir sont les éternels ennemis de la paix. » Il leva sa tasse dans un petit salut solennel, à Lucien Moreau et au tic-tac du temps qui révèle toutes les vérités. Enfin, les horloges sonnèrent l'heure, et Hercule Poirot, le maître des petites cellules grises, s'autorisa enfin à se reposer. La lourde porte de Moreau & Fields se referma derrière l'inspecteur Jamieson et Gabrielle Moreau, avec un bruit sourd décisif, et pendant un long moment, le silence régna dans la boutique. Les horloges poursuivaient leur cœur mécanique, comme indifférentes au drame humain qui s'était déroulé entre elles. Poirot resta là où il se tenait, les mains légèrement jointes derrière le dos, ses yeux perçants s'attardant sur les chaises vides disposées pour le rassemblement. Il s'autorisa un petit sourire intérieur, non pas de triomphe, mais d'achèvement. Ces petites cellules grises, exercées à leur maximum, avaient une fois de plus livré la vérité. Jamieson revint peu de temps après, son visage mêlé de satisfaction et de perplexité persistante. « Elle a avoué, dit-il sans cérémonie.
a admis avoir menacé son oncle, avoir organisé le stress qui a conduit à sa mort et avoir mis en scène les initiales pour nous déstabiliser. Poirot hocha lentement la tête, comme s'il n'avait jamais douté du résultat. « Et le registre manquant ?» demanda calmement Poirot. Jamieson sortit un fin cahier de la poche de son manteau. Je l'ai trouvé caché dans son appartement. Les pages déchirées où la transaction était enregistrée. Elle pensait que le détruire effacerait la preuve. « Ah !» dit Poirot, ses moustaches se contractant légèrement. « Mais la nature humaine, inspecteur, est rarement aussi simple. Cacher une vérité et une douzaine de petites incohérences fleurissent à sa place. » Il fit signe aux chaises. « Asseyez-vous, mon ami. Discutons, pour le bien de l'ordre, de toute l'affaire. » Jamieson obéit, affichant toujours l'expression d'un homme luttant pour assembler parfaitement toutes les pièces. Poirot commença de sa manière calme et précise. « Lucien Moreau, voyez-vous, avait un secret. Pas de disgrâce personnelle, pas de scandale, mais de vulnérabilité financière. Le mari décédé de sa nièce, Arthur Deschamps, avait laissé derrière lui des dettes importantes liées à des transactions douteuses. Certaines de ces dettes avaient été protégées par Moreau, qui craignait que toute connexion publique ne ternisse la réputation qu'il avait passé sa vie à cultiver. » Jamieson hocha lentement la tête. « Alors, Gabrielle a utilisé ça. Oui. Elle a découvert toute l'étendue des dettes, peut-être grâce au papier de son défunt mari, et a vu une opportunité. Elle a approché son oncle, exigeant des fonds sous la menace d'être révélée. » Poirot se leva et se dirigea vers le comptoir, sa main posée légèrement là où le corps de Moreau reposait autrefois. Moreau, fier et désespéré de protéger son nom, a cherché à réunir l'argent tranquillement. Il a organisé la vente d'un garde-temps de valeur, une montre unique en son genre fabriquée par Breguet, rien de moins, à un collectionneur privé. Cette transaction discrète et rentable devait résoudre le problème. Jamieson fronça les sourcils. Alors pourquoi ne l'a-t-il pas simplement payé et n'en a-t-il pas fini? Poirot se tourna, l'air sérieux, parce qu'il savait que payer un maître chanteur n'est jamais la fin, mon ami. Ce n'est que le début. Moreau soupçonnait, à juste titre, que Gabriel reviendrait pour en savoir plus. C'est pourquoi il a caché la note finale. C'est pourquoi il a essayé de signaler que A.D., Arthur Deschamps, était une ruse. Jamieson se pencha en avant. Mais pourquoi ces initiales? Pourquoi planter la montre? La voix de Poirot baissait, pleine de sens, parce que Gabriel souhaitait ancrer les soupçons sur quelqu'un d'autre. Si une enquête devait survenir, les initiales AD jetteraient le doute et retarderaient tout soupçon qui tomberait sur elle. Il se remit à marcher lentement. Gabriel a mis en scène la montre à proximité du corps de son oncle pour impliquer un mystérieux acheteur, une dette secrète, une pression extérieure. Elle a retiré les pages du grand livre pour effacer l'enregistrement de la véritable transaction. Elle a confectionné avec soin un écran de fumée. Jamieson secoua lentement la tête. Diabolique. Ah, mais finalement imparfait, dit doucement Poirot. L'erreur humaine l'a détruite. Jamieson haussa un sourcil. Quelle erreur a-t-elle commise? Poirot sourit faiblement. L'erreur que commet tout criminel, mon ami, c'est de supposer que ce qui semble plausible suffit à cacher la vérité. Il a coché sur ses doigts. Premièrement, l'utilisation d'initiales, beaucoup trop soignée, trop pratique. Les vrais maîtres chanteurs ne laissent pas de carte de visite. Deuxièmement, le registre manquant, suggérant non pas un vol, mais une dissimulation délibérée d'une transaction légitime. Troisièmement, le parfum décrit par Madame Lemoine, l'huile, faisait subtilement allusion à quelqu'un qui passait régulièrement du temps parmi les horloges et les mécanismes, et non à un étranger. Quatrièmement, le comportement de Gabrielle, froide, calculatrice, dépourvue du chagrin ou de la confusion que l'on pourrait attendre d'une nièce endeuillée. Et enfin, Poirot fit une pause pour faire effet. Le plus révélateur de tous, sa réaction lorsque j'ai suggéré que l'identité du visiteur pourrait faire surface. Peur,
Pas de curiosité. Peur. Jameson expira lourdement, visiblement impressionné. « Et les autres ?» il a demandé. « Hartley, Blunt, Madame Lemoine ?» Poirot secoua la tête. Monsieur Hartley n'était coupable que de cupidité et de mauvais jugement. Son désespoir financier en faisait un suspect commode, mais il lui manquait la subtilité nécessaire pour un tel plan. Monsieur Blunt, inefficace, nerveux, peut-être même coupable d'insouciance professionnelle, mais pas un meurtrier. Et Madame Lemoine, sincère, tragique et tristement mêlée à des questions qui dépassent son entendement. Jameson se rassit, absorbant tout cela. Poirot s'approcha de la fenêtre et regarda la rue brumeuse, sa silhouette se détachant sur la lumière grise. Il y a dans chaque crime un schéma, un rythme, aussi certain que le tic-tac d'une horloge, dit-il doucement. Et il suffit d'écouter suffisamment attentivement. Après un long silence, Jamieson se leva. « Eh bien, dit-il, je ferai mon rapport complet ce soir. Poirot, Scotland Yard vous le doit, comme d'habitude. » Poirot se tourna avec un petit salut. « Je ne cherche pas de remerciements, inspecteur. Seulement la satisfaction d'un ordre rétabli. » Jamieson tendit la main. Poirot le secoua délicatement. Tandis que Jameson partait, Poirot resta près de la fenêtre, regardant le brouillard rouler et tourbillonner autour des lampes. L'affaire a été classée. La justice, telle qu'elle était, avait été rendue. Pourtant, dans l'esprit de Poirot, une mélancolie plus profonde persistait, comme la frontière était mince entre le désespoir et la destruction. Comme l'âme humaine est fragile lorsqu'elle est pressée par l'orgueil, la peur et l'avidité, une autre tragédie cachée derrière des rideaux respectables, un autre secret mesuré en tics silencieux et en trahisons silencieuses. Poirot ajusta sa veste, sa détermination ferme. Il y aurait toujours des ténèbres dans le monde, mais tant qu'Hercule Poirot aurait du souffle, la lumière de la raison ne s'éteindrait jamais complètement. La nouvelle est tombée tranquillement. Dans la société londonienne, décès d'un horloger local lié à un complot d'extorsion, une nièce arrêtée. Ce n'était pas un scandale sensationnel. Les noms impliqués manquaient de l'éclat nécessaire pour alimenter une véritable frénésie publique, mais dans les cercles plus calmes, où la précision et la discrétion étaient appréciées, la chute du nom Moreau a eu un écho retentissant. Gabriel Moreau, accusé de chantage, de fraude et de contribution à la mort de son oncle par harcèlement délibéré, attendait son procès à la prison de Holloway. Son visage, pâle et tiré, avait regardé les journaux en silence pendant une seule journée avant d'être rapidement oublié du public. Pour Hercule Poirot, cependant, l'affaire n'a pas été si facilement écartée. La justice, sous sa forme froide et procédurale, avait été rendue. Pourtant, quelque chose dans cette affaire le rongeait encore. Une douleur non pas de logique, mais d'humanité. Le soir, après la mise en accusation de Gabriel, Poirot organisa un dîner tranquille à Whitehaven Mansions, en présence uniquement de l'inspecteur Jameson et de George, dont le service discret et la compréhension aiguë des humeurs de son maître faisaient de lui un témoin silencieux idéal des réflexions de Poirot. Le feu crépitait chaleureusement, un doux contraste avec la fraîcheur de la nuit d'avril dehors. « Vous êtes inhabituellement sombre, Poirot », observa Jamieson, coupant son agneau rôti avec une efficacité militaire. Poirot remuait sa cuillère dans sa crème caramel, ses moustaches légèrement tombantes. « La justice, dit-il, a plusieurs visages, mon ami. » Jamieson posa son couteau et sa fourchette. « Vous doutez du résultat ?» Poirot secoua la tête. « Non. Gabriel Moreau était coupable d'avidité, de cruauté et de lâcheté. Elle se croyait assez intelligente pour manipuler les événements sans conséquence. Elle a parié que l'orgueil de son oncle le ferait taire, et c'est ce qui s'est produit d'une certaine manière. Mais elle a mal joué contre des forces qu'elle ne pouvait pas contrôler. » Jameson fronça les sourcils. « Pourtant, tu es troublé. » Poirot se pencha en arrière, regardant le feu. « C'est la tragédie des petites ambitions, dit-il doucement. Si elle avait désespérément besoin de survivre, de pain,
On pourrait peut-être la plaindre plus facilement. Mais non, elle recherchait le réconfort, l'absence d'embarras, l'apparence du succès. Elle a détruit une vie, la sienne autant que celle de son oncle, pour rien d'autre que de la fierté et du ressentiment. Il fit une pause, sa voix presque inaudible au-dessus du crépitement du feu. Et cela nous rappelle, mon ami, que dans le cœur humain, les poisons les plus mortels sont préparés à partir des ingrédients les plus ordinaires. Jameson ne dit rien, sentant que cet argument serait inutile. George, toujours aussi discret, débarrassa la vaisselle et apporta le café sans parler. Poirot sirota pensivement le breuvage fort et sombre. « Il y a autre chose, » dit-il finalement. Une petite et triste ironie. Jameson leva les yeux. Poirot sourit sans rire. L'argent récolté par Lucien Moreau, la vente de la montre rare, n'a jamais été nécessaire. Si Gabrielle avait attendu quelques semaines, elle aurait hérité de suffisamment pour résoudre ses difficultés légalement. Le visage de Jameson se crispa. « Tu es sûr ?» Poirot hocha la tête. Moreau avait déjà rédigé un codicille à son testament, que M. Blunt n'a pas déposé avant sa mort, accordant à Gabrielle un règlement généreux à payer quels que soient les changements, plus larges qu'il envisageait. Un geste de réconciliation, peut-être, une dernière gentillesse. Jameson expira lourdement, passant une main sur son visage. « Seigneur, oui, » dit doucement Poirot, « elle s'est détruite en arrivant trop tôt. » Le feu éclata bruyamment, comme pour un commentaire. Poirot se leva et se dirigea lentement vers la fenêtre. Dehors, la brume s'enroulait le long des réverbères, s'enroulant comme des doigts prudents contre la vitre. « Il y a un moment pour chaque action, mon ami, » a déclaré Poirot. « Une saison pour tout sous les cieux. Mais quand nous cueillons le fruit avant qu'il ne soit mûr, nous ne goûtons que de l'amertume. » Il se tourna les yeux perçants une fois de plus. « Mais nous ne devons pas permettre à l'amertume des autres d'empoisonner notre propre esprit. Nous devons faire ce qui est juste, avec calme et précision, tandis que l'horloger met chaque rouage, chaque ressort, chaque aiguille à sa place. » Jameson, maîtrisé, finit son café et se prépara à prendre congé. À la porte, il hésita. « Vous allez bientôt prendre une autre affaire, je suppose ?» il a demandé. Poirot sourit doucement. « Ah, mon ami, les crimes des hommes sont comme les marées de la Tamise. Ils ne cessent jamais. Et Hercule Poirot sera prêt quand on aura besoin de lui. » Jameson hocha la tête une fois et partit dans la nuit. Lorsque Poirot fut seul, il se dirigea vers son secrétaire et en sortit un mince journal relié en cuir, un dossier privé qu'il tenait de tous ces cas les plus déroutants. Sur une nouvelle page, il inscrivit soigneusement l'affaire Moreau & Fils, un crime né de l'orgueil, précipité par l'avidité et condamné par l'impatience. La justice a été rendue, non sans tristesse. Leçons apprises. Même parmi les tic-tac des plus belles horloges, le cœur humain reste l'instrument le plus perfide. Il ferma le journal et le replaça dans son compartiment secret. Les horloges des Whitehaven Mansions sonnaient l'heure, dans une harmonie délicate. Poirot se tenait à nouveau devant le feu, s'accordant un rare moment de véritable repos. L'affaire était terminée. La vérité était connue. Et dans le tic-tac incessant du monde, Hercule Poirot avait une fois de plus ramené l'ordre dans le chaos.